la donnée en elle-même, elle ne va pas être protégée par la propriété intellectuelle, sauf si, parce que la propriété intellectuelle va protéger à la base des choses qui sont des œuvres de l'esprit. Donc par exemple, une donnée, si on suppose que dans mon smartphone j'ai des données de géolocalisation, c'est pas une œuvre de l'esprit, il n'y a personne qui est auteur de mes coordonnées GPS. Donc du coup, ça ne va pas être protégé par le droit d'auteur. En revanche, si jamais l'application qui dans mon smartphone va utiliser mes données de géolocalisation pour construire une base de données à partir de ça, là elle va rentrer dans le droit spécifique des bases de données éventuellement. Et du coup ça pourrait être protégé par ce droit spécifique qui interdit certaines choses, notamment la duplication complète ou l'extraction complète de la base de données, à condition dans ce cas-là qu'elle démontre que pour construire cette base de données, elle a fait un effort financier substantiel. Donc ça ne va pas de soi, ça nécessite un certain nombre de conditions. Ensuite, il y a d'autres données qui elles, peuvent être des œuvres. C'est-à-dire que si ma donnée, c'est une photo, par exemple, alors là, je peux ou je ne peux pas prétendre que cette photo est une œuvre de mon esprit. Alors tout va dépendre. Si je prends une photo de la Tour Eiffel, tous les touristes qui prennent une photo de la Tour Eiffel, c'est clair, il n'y a pas de droit dessus. Par contre, si je choisis un angle très spécifique, avec une contre-plongée, avec des couleurs du ciel, enfin, si ma photo est travaillée et que là on sent tout de suite que c'est une photo qui diffère de celle des autres, là elle pourrait être protégée immédiatement par le droit d'auteur. Et enfin ça pose également éventuellement la question du vol de données. Qu'est-ce que c'est qu'un vol de données? Alors ça c'est une question qui a été beaucoup débattue, il y a eu pas mal de procès là-dessus. La jurisprudence de la Cour de cassation, qui est une jurisprudence depuis plusieurs années, c'est que le fait de recopier des données qui étaient chez quelqu'un d'autre, si ça a été fait sans son autorisation, c'est du vol de données. C'est la position de la Cour de cassation. Alors là, à titre personnel, c'est vraiment mon avis personnel en tant que juriste, c'est que c'est une définition qui est un peu trop extensive, parce que le vol, d'après la définition du vol dans le code pénal, c'est le fait de soustraire quelque chose à quelqu'un. Or, si vous copiez de l'information chez quelqu'un, vous ne la lui soustrayez pas parce qu'elle est toujours disponible chez lui. Vous l'avez dupliquée, elle n'est pas soustraite. Donc le fait de dire que vous volez les données de quelqu'un en utilisant le mot vol, alors que vous ne faites que copier, là je trouve ça critiquable. Et en plus, je trouve que désormais, avec les nouvelles modifications législatives, je pense qu'on peut totalement éviter ce genre de débat, tout simplement parce que désormais, il y a un nouvel article dans le code pénal, modification de l'article 323.3, qui condamne désormais la reproduction non autorisée de données ou l'extraction non autorisée de données. Donc là, du coup, on tombe directement dedans. C'est pas la peine de polémiquer sur le fait de savoir si c'est du vol ou pas. C'est de la reproduction non autorisée. Et en plus, les peines sont encore plus lourdes que les peines pour le vol. Donc finalement, c'est autant utiliser cet article-là du code pénal. Mais là, je rentre un peu dans la technique juridico-juridique. À la base, le GDPR, mais comme avant lui la directive de 95 qui l'avait précédé, il vise à établir un espace dans lequel les données personnelles, qui sont des données que l'on doit protéger, elles puissent circuler librement parce que leur niveau de protection sera le même dans tous les États. Donc c'est pour ça qu'avec le règlement GDPR, du coup on est sûr que dans tous les États d'Europe ce sera pareil, donc il n'y a pas de frontières. C'est la libre circulation complète. Donc ça veut dire qu'a priori, dès que vous êtes en dehors, dès que vous essayez de sortir de cet espace protégé, c'est plus protégé, donc c'est interdit. Maintenant, on sait bien que dans le monde tel qu'il existe, les données ne s'arrêtent pas à la frontière européenne et qu'elles en sortent et qu'elles vont parfois de l'autre côté de l'Atlantique ou dans d'autres pays francophones où il y a des centres d'appel par exemple, ou des services clients. Donc le GDPR, comme la directive avant lui, prévoit quand même un certain nombre de possibilités d'exception et de dérogation. Alors soit le pays de destination a lui-même une législation équivalente et donc il est reconnu comme assurant une protection adéquate aux données. Et donc il y a un certain nombre de pays comme ça, en Europe, la Suisse, la Norvège. En dehors d'Europe, vous avez le Canada, vous avez l'Argentine, vous avez Israël, vous avez la Nouvelle-Zélande. Et puis c'est à peu près tout, enfin à part quelques petits pays mineurs, il n'y a plus grand chose. Et donc vous voyez, bon, si vous voulez envoyer des données en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, vous n'avez peut-être pas souvent besoin d'envoyer des données en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être ailleurs que vous avez besoin de les envoyer. Alors là, du coup, on a été obligé d'inventer encore d'autres dérogations. Des dérogations qu'on appelle les clauses contractuelles type. Ça veut dire que si la société qui exporte les données s'engage à les protéger elle-même, du coup on peut l'autoriser à exporter les données. Il y a ce qu'on appelle les BCR, les Binding Corporate Rules, c'est-à-dire le fait que si des données circulent à l'intérieur d'une multinationale et que cette multinationale en interne a des règles de protection suffisantes, ça peut être autorisé aussi. Là il faut vraiment une autorisation explicite de la CNIL. Et puis enfin avec les États-Unis avait été négocié en 2000 un accord qui s'appelait le Safe Harbor,
Ça veut dire, c'est un peu comme les clauses contractuelles, c'est-à-dire que les entreprises américaines s'engageaient à protéger les données, même si les États-Unis ne sont pas un pays qui est reconnu comme protection équivalente, mais les entreprises américaines s'engageaient à les protéger. Le Safe Harbor était un peu plus que les clauses contractuelles, parce que l'administration américaine, de son côté, s'engageait aussi à vérifier que les entreprises signataires allaient bien faire ce qu'elles s'étaient engagées à faire. Cet accord a été invalidé en 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne, parce que la Cour a estimé que malgré le Safe Harbor, malgré les engagements des entreprises, le gouvernement américain avait quand même des droits, et on l'avait vu avec l'affaire Snowden par exemple, des droits d'accès aux données qui excédaient la protection des données qui est garantie dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc c'est là qu'on a un conflit qui a justifié pour la Cour en 2015 d'invalider le Safe Harbor. Et on a un conflit qui perdure, même si depuis l'Union européenne a négocié le Privacy Shield, qui est un Safe Harbor amélioré avec les États-Unis, on a toujours la problématique qu'on exporte des données par exception vers des pays qui fondamentalement ne respectent pas le droit européen. Et donc là, on a un hiatus, on a toujours un clash. Et du coup, il y a plusieurs recours qui sont de nouveau déposés devant la CJUE, des recours contre le Privacy Shield, des recours contre les clauses contractuelles type. Et donc, si ces recours aboutissent, on risque du coup de voir se fermer les uns après les autres toutes les possibilités de dérogation. Et là, si ça continue comme ça veut dire qu'en effet, on ne pourrait plus rien sortir d'Europe, plus aucune donnée personnelle. Et c'est vrai que si la Cour est logique avec elle-même, si elle suit les arguments qu'elle avait elle-même donnés pour le Safe Harbor, il n'y a pas de raison qu'elle autorise d'exporter des données vers les États-Unis sous clause contractuelle si elle ne l'autorise pas sous Safe Harbor. Dans les deux cas, les données se retrouvent aux États-Unis. Et si la Cour estime que c'est inacceptable, c'est inacceptable dans les deux cas. Donc il va falloir regarder avec attention comment la Cour va décider et va traiter les nouveaux recours pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à exporter des données. Alors ça plaide pour deux choses. Soit ça plaide pour que les pays concernés modifient leur législation et la mettent au standard européen, donc ce serait une sortie par le haut. L'autre solution, c'est que de plus en plus, tous les data centers se retrouvent sur le sol européen et que même les grands prestataires internationaux, les grands acteurs majeurs du web, de plus en plus stockent leurs données en Europe. C'est l'autre porte de sortie possible. Donc ça, c'est une évolution qu'on va suivre dans les années qui viennent, mais c'est un problème qui est toujours brûlant.